suis Patrice Lejean, je suis le président de Topcom Group. J'ai Didier Beauclerc qui représente l'UDA et qui est à l'origine de cette étude entre l'Union des annonceurs et entreprises et médias. Christelle Policard, qui est la directrice de la communication de la Compagnie des Alpes. Et puis Benoît Cornu, qui est le directeur de la communication du PMU. Alors Didier, je pense que c'est à toi de prendre la parole et de nous dévoiler tes slides magiques. Il s'agit de la 8e édition de notre baromètre de la communication d'entreprise. Donc, comme vous l'imaginez, c'est une étude qui est récurrente à l'UDA. Alors, son objectif, c'est de dresser un portrait robot des directeurs de la communication corporate, et puis d'identifier ce qui, selon eux, sont leurs principales missions et surtout les principaux enjeux qui se présentent à eux dans un avenir relativement court, puisqu'on avait fixé à 3 ans ce laps de temps dans lequel on leur demandait de se projeter dans les enjeux qui se présentaient à eux. Alors, la démarche, je vais passer rapidement, elle est assez classique. La spécificité de cette édition 2016, je l'ai déjà évoqué, c'est qu'on l'a réalisé avec Entreprises et Médias, donc qui nous a permis d'élargir la base de répondants. Et puis, bien sûr, le questionnaire a été actualisé, et vous le verrez au fil de cette présentation, un certain nombre de mises à jour étaient nécessaires. Notre précédente édition datait de 2013, donc il s'est passé, vous le verrez, des choses assez sensibles entre 2013 et 2016, date de ce terrain. Alors, on a adressé ce questionnaire à près de 3000 directions de communication, et donc on a eu 150 réponses, sur la base desquelles les résultats que je vous présente sont issus. Alors, si on parle du portrait robot, vous allez voir qu'un certain nombre des résultats ont été classés par structure, par taille des structures de répondants, parce qu'on a sur certaines questions assez particulières constaté des différences très notables de réponses et de tendances selon la taille de la structure de la direction de la communication dont le directeur qui répondait était le représentant. Vous voyez qu'on a une majorité de structures moyennes. Je vais vous définir après ce que sont les moyennes, les petites et les grandes. 22% de grandes structures et un gros tiers de petites structures. Alors, si on se base sur l'ensemble de ces 150 répondants, le budget moyen qui est géré par nos directeurs de la communication, il est, vous le voyez, de près de 6 millions d'euros en 2016, et l'effectif moyen des services de communication dont ces directeurs ont la charge est de 14 personnes. Il y a un élément tout à fait notable, et je pense qu'on y reviendra dans les échanges qui vont suivre, c'est que quelle que soit la taille de la structure, le directeur de la communication est aujourd'hui perçu, identifié dans l'entreprise comme étant une fonction charnière, et aujourd'hui le directeur de la communication fait partie du comité de direction ou du comité exécutif de l'entreprise. Vous le voyez dans les 2/3 des cas. Alors peut-être que les 2/3, ça peut vous paraître un peu faible encore, mais ce qui est particulièrement notable, c'est la progression, et vous l'avez, je ne sais pas si vous pouvez la lire, elle est en tout petit là en rouge, c'est qu'en 2013, il y avait seulement 50% des DIRCOM qui appartenaient au comité de direction ou au comité exécutif de l'entreprise. Donc on a une vraie progression de la reconnaissance de l'importance de la fonction communication par les entreprises dans cette période qui vient de s'écouler. Vous voyez aussi que c'est une fonction qui est plutôt féminine, puisque 58% des DIRCOM sont des directrices de la communication. Je vais passer assez rapidement, mais c'est simplement pour vous fixer les idées pour la suite, sur
la description de qui sont ces DIRCOM et quels sont les services qu'ils gèrent selon les tailles de structure. Donc, les petites structures, ce sont des services de 1 à 5 personnes avec un budget moyen qui est, vous le voyez, inférieur à 2 millions d'euros. Dans ces cas-là, le DIRCOM à 45 ans en moyenne est relativement jeune dans la fonction, puisque vous voyez que pour plus d'un tiers d'entre eux, ils occupent cette fonction depuis moins de 2 ans. Vous avez accessoirement sa rémunération, et ces petites structures de communication sont, ça ne vous surprendra pas, plutôt dans les petites entreprises, et vous voyez que la plupart ont moins de 500 salariés. Les structures moyennes, ce sont ces directions de la communication qui gèrent des budgets entre 1,5 et 8 millions d'euros. Vous voyez que les effectifs, là, peuvent être beaucoup plus importants puisqu'on a jusqu'à 25 personnes en moyenne dans ces services de communication, dans les structures moyennes. Et on est là dans des entreprises dont les effectifs sont beaucoup plus significatifs, puisqu'on est entre 5 et 25 000 salariés. Mais vous voyez quand même que malgré tout, la taille de la direction de la communication reste relativement limitée. Et puis on a les grandes structures. Et les grandes structures, donc, ce sont des budgets de communication supérieurs à 8 millions d'euros, des effectifs de plus de 25 personnes. Là, on a affaire à des directeurs de la communication qui sont beaucoup plus anciens dans leur fonction, puisque vous voyez qu'ils sont dans leur fonction, pour certains, depuis plus de 10 ans. Et donc, ils appartiennent à des entreprises souvent de dimension internationale, avec des effectifs supérieurs à 25 000 salariés. Voilà pour les caractéristiques. Alors, tout le détail, vous le retrouverez sur le site de l'UDA, donc uda.fr. Donc, je ne rentre pas dans chacun des chiffres qu'on vous présente, mais en tout cas, vous pourrez vous y référer quand vous le souhaitez. Les réseaux sociaux, alors vous l'imaginez, entre 2013 et 2016, c'est un élément central de l'évolution des DIRCOM, de leur activité et de leurs préoccupations, ces fameux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une réalité quotidienne pour eux, à la fois, et c'est ce que vous voyez sur cette diapo, à la fois à titre personnel et à titre professionnel. Alors très clairement, si ça avait besoin d'être confirmé, vous l'avez sous les yeux. LinkedIn et Twitter sont des réseaux sociaux professionnels. Vous voyez que près des 3/4 des DIRCOM gèrent soit directement, soit avec leur service, un compte LinkedIn, les 2/3 un compte Twitter. C'est beaucoup moins le cas pour Facebook, qui n'est utilisé de manière professionnelle par les DIRCOM que pour un tiers d'entre eux. À l'inverse, vous voyez que Facebook est très utilisé par les DIRCOM à titre personnel, mais dans tous les cas, et c'est les chiffres que vous voyez dans la boîte orange sur la gauche, sur la droite, pardon, c'est ma gauche, sur votre droite, les DIRCOM sont bien sûr beaucoup plus adeptes, à la fois sur le plan personnel bien sûr et sur le plan professionnel, que la moyenne des Français de ces réseaux sociaux, y compris de Facebook, puisque vous voyez que si Facebook est à 57% d'après Harris utilisé par les Français de plus de 15 ans, ce chiffre est de 64% pour les DIRCOM. Alors, pour dresser un état des lieux de la communication corporate, très clairement, on voit dans notre étude que la communication corporate s'impose de plus en plus dans l'entreprise. On l'a dit au niveau des structures, mais on va le voir au niveau du fonctionnement. Malgré, et beaucoup l'ont signalé, et notamment dans les petites structures, on le verra, que malgré le fait que effectifs et budgets sont aujourd'hui de plus en plus contraints, y compris pour les directions de la communication. Alors, on leur a demandé ce qui, selon eux, comment était perçue l'évolution de la communication corporate au cours comment ils percevaient l'évolution de leur fonction, de la communication corporate au cours des 3 dernières années. Alors ce qu'on voit très clairement, vous voyez, ce sont les 3 items en tête, c'est que cette fonction corporate était
de plus en plus comprises, de mieux en mieux reconnues en interne, ce qui est plutôt rassurant. C'est le cas pour les 3/4 d'entre eux. Et vous voyez que là aussi, on est sur une progression assez sensible, puisqu'il n'était qu'un peu moins de 60% dans notre précédente édition en 2013 à déclarer assurer une fonction de plus en plus comprise et reconnue en interne. Chose intéressante et importante, c'est que non seulement cette fonction de communication corporate est mieux reconnue d'après eux en interne, mais elle est aussi mieux reconnue par les publics et malgré tout accrue au cours des 3 dernières années en nombre de collaborateurs, ce qui peut paraître paradoxal avec ce qu'ils signalaient précédemment en termes budgétaires. Par contre, et on va y revenir, c'est une fonction et ce sont des activités qui sont encore mal mesuré, ou en tout cas de manière imparfaite, à la fois dans ses effets et donc dans son efficacité. Et donc c'est un sujet de préoccupation aussi, et là aussi, je crois que nos intervenants reviendront sur ce sujet-là tout à l'heure. Alors, on a proposé au DIRCOM un certain nombre d'activités en leur demandant si elles faisaient partie de leur périmètre d'activité ou non. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, quelle que soit la taille, ils ont à leur disposition environ une quinzaine de techniques différentes qu'ils mettent en œuvre pour assurer la communication de l'entreprise dont ils ont la charge. Alors, ce qui est le plus couramment et le plus partagé par tous les DIRCOM, ce sont à la fois la stratégie de communication globale, la relation avec les médias, la communication événementielle, la production de contenu et la conversation de l'entreprise, et puis la veille et l'analyse de la réputation. Ça, je dirais que pour 90% des DIRCOM nous ont dit être en charge, être responsables de ces activités-là dans leur entreprise. Juste derrière viennent les relations publiques, la communication des dirigeants, la gestion de la marque qui n'est pas toujours confiée à la direction de la communication interne qui est quand même dans le domaine, vous voyez, du responsable de la communication dans 80% des cas, et la communication de crise. Et là, la communication de crise, c'est aussi un sujet qui a beaucoup progressé depuis notre précédente édition, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on a 85%, 84% des DIRCOM qui gèrent, qui sont en charge, au moins pour partie, de la communication de crise, alors qu'il n'était que 68% en 2013. Je vais passer rapidement sur les autres activités qui sont moins partagées par toutes les directions de la communication, simplement pour signaler les 2 dernières, qui sont les affaires publiques et la communication financière, qui ne sont gérées par la direction de la communication d'entreprise que dans une entreprise sur 2. Alors, on a une petite animation simplement pour illustrer le propos, je crois qu'elle va être lancée. Donc vous allez voir évoluer les différents types, les différentes activités selon les tailles de structure. Et donc vous avez les cœurs d'activité qui sont en jaune. Et donc on voit très clairement que plus la structure est importante, plus les activités prises en charge par la direction de la communication sont nombreuses. Et donc on va passer aux grosses structures. Je ne sais pas si c'est lisible, parce que tout le monde s'est assis très loin. Voilà, et donc là on retrouve les commentaires que je vous faisais tout à l'heure. Voilà. Alors, un petit focus sur la communication de crise. Comme je vous le disais, elle est de plus en plus aujourd'hui dans le périmètre d'activité des DIRCOM. Et là, on constate des différences très notables selon les tailles d'entreprise, selon les tailles de structures de direction de la communication. Si l'analyse et la veille des médias est à peu près assurée, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous voyez que sur le 2e item, les procédures de gestion de crise,
là pour le coup les écarts se creusent très nettement. Si on a 94%, donc la quasi-totalité des grandes structures qui ont effectivement mis en place de véritables procédures de gestion de crise, vous voyez que dans les petites structures, c'est seulement le cas pour la moitié d'entre elles. Et donc là, je pense que là aussi, on a un sujet d'échange et de préoccupation commune, puisque aujourd'hui, on peut quand même constater de manière très claire que les petites structures sont encore très diversement équipées, armées pour faire face aux crises, qui, on le verra, les DIRCOM le disent, se multiplient et sont un vrai facteur de risque. Là aussi, on le verra tout à l'heure. Alors, on posait la question, on l'a déjà survolé tout à l'heure, des indicateurs de mesure et d'efficacité. Les DIRCOM le disent, aujourd'hui, cette activité de communication d'entreprise, de communication corporate, est encore mal mesurée, diversement prouvée dans son efficacité. Si on voit arriver malgré tout des indicateurs assez classiques qui sont liés au digital parce qu'on est sur un univers qui se mesure, des indicateurs de visibilité, des indicateurs de référencement, de nombre de visites, etc. Vous voyez que les indicateurs business sont tout en bas du tableau. Seulement un tiers des entreprises ou un tiers des directions de la communication ont des KPIs business dans leurs objectifs, dans les objectifs qui leur sont fixés. Alors, les contenus, quels sont les contenus les plus déclinés, les contenus prioritaires pour les communications d'entreprise aujourd'hui? Alors, le thème leader, c'est la transformation, l'innovation, la qualité et des produits et des services et les valeurs de l'entreprise. Alors nous, on a été un peu surpris parce que, alors je ne vous ai pas remis le chiffre 2013, mais le développement durable et la RSE, aujourd'hui, ne sont plus cités comme les premiers thèmes, parmi les premiers thèmes alors, ils sont toujours parmi les premiers, puisque vous voyez que c'est quand même le 5e item, mais malgré tout, c'est un thème qui a tendance à marquer un peu le pas dans les priorités de communication des entreprises. Je vais passer rapidement là-dessus. Alors, les supports numériques, bien sûr, les supports numériques, c'est un sujet d'évolution majeur entre notre précédente édition de 2013 et celle-ci. Et très clairement, le pas le plus important, c'est celui franchi par les réseaux sociaux qui sont rentrés dans notre édition 2016 réellement dans la cour des grands en termes de moyens mis en œuvre par les directions de la communication. Alors, on leur demandait quels étaient les supports numériques qu'ils mettaient en œuvre. Et vous voyez les progressions, par exemple, de Twitter ou des chaînes sur des chaînes vidéo. Et donc, vous voyez que Twitter, qui était utilisé dans une entreprise sur deux en 2013, est utilisé dans 90% des entreprises en 2016. De la même manière, les chaînes et les contenus vidéo, comme sur YouTube ou sur Dailymotion, qui n'étaient présents que dans un peu plus d'un tiers des entreprises en 2013, sont aujourd'hui utilisés par plus de 80% des entreprises en 2016. De la même manière, les applications mobiles qui ont continué de progresser de manière très importante et aujourd'hui plus de 80% des entreprises ont mis en œuvre, ont au moins une application mobile. Et puis le réseau social d'entreprise, les réseaux sociaux d'entreprise qui n'étaient que très peu présents en 2013. Vous voyez que 20% seulement des entreprises avaient un réseau social interne. En 2016, on est déjà à 60% et cette progression se poursuit. Alors, puisque Film et compagnie oblige, si on fait un petit focus sur justement les chaînes sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des grandes entreprises
ont une chaîne au moins une chaîne sur un réseau social. Par contre, les petites structures, alors les moyennes structures sont presque à 90%, donc on a presque fait le plein sur les moyennes structures, et c'est les plus petites entreprises aujourd'hui qui ont encore une marge de progression possible, puisque un peu moins de 70% d'entre elles en disposent, mais le chiffre est déjà très élevé, et au-delà de ces 70%, on en trouve 12% qui, si elles ne l'ont pas encore fait, envisagent de le faire de manière prochaine. Un petit point sur les autres supports, puisque on faisait un inventaire complet des différents supports auxquels les DIRCOM avaient accès, enfin, ou en tout cas utilisaient. Juste de manière très, très évidente, vous le voyez sur ce schéma, vous avez des flèches vertes qui montent et des flèches rouges qui descendent. Et les flèches rouges qui descendent ont tout un point commun, c'est qu'elles concernent toutes des supports papier. On a une progression encore, vous voyez, audiovisuel, vidéo, on le disait tout à l'heure, 97% des entreprises qui les utilisent. L'événementiel, les salons, etc. sont soit très élevés, soit encore en progression. Et par contre, le papier, que ce soit les plaquettes, les rapports annuels, les journaux internes, les journaux externes, sont tous en déclin très sensible. Alors, dernière partie concernant les missions et les challenges pour les 3 ans à venir, et là aussi, je pense que nos intervenants vont pouvoir commenter ces éléments-là. Les DIRCOM notent de manière très évidente que l'environnement et le contexte dans lequel ils évoluent, dans lequel leur mission évolue, restent fluctuants et incertains, et que dans ce contexte, la réputation et la transformation digitale sont des éléments essentiels de leur activité et des challenges qu'ils ont à assurer. Alors, 4 missions essentielles, ils identifient 4 missions essentielles pour leur fonction dans les 3 ans à venir. La première, c'est protéger et développer la réputation de l'entreprise. Et il est vrai aujourd'hui, et ils le disent, que cette réputation est de plus en plus attaquée, si ce n'est fragilisée, puisque une partie, donc leur mission est justement de s'assurer que ces attaques répétées ne fragilisent pas la réputation de l'entreprise. La deuxième mission, c'est faire comprendre la vision et les ambitions de l'entreprise. La troisième, contribuer à créer de la valeur et favoriser le business. Donc on voit que, on parlait tout à l'heure des indicateurs d'efficacité, finalement on n'a pas beaucoup d'indicateurs d'efficacité business quand on est un DIRCOM, mais par contre c'est la troisième mission qui est fixée à la direction de la communication de l'entreprise. Et puis la quatrième mission est une mission qui est tournée vers l'interne et qui concerne la fierté d'appartenance. Et donc aujourd'hui, les DIRCOM ont aussi une mission qui est tournée vers le renforcement de la fierté d'appartenance des collaborateurs à l'entreprise. Et puis si on regarde du côté des challenges, donc les défis à relever dans les 3 ans à venir pour les DIRCOM, vous voyez que selon les structures, les hiérarchies ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour les petites structures, organiser et coordonner la production et la diffusion de contenu est le challenge prioritaire pour les 3 ans à venir. Ils nous ont dit être confrontés à une profusion de création de contenu en interne, et un des enjeux, donc un des challenges auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, c'est de réussir à mettre bout à bout cette profusion de contenus qui sont créés dans l'entreprise. Dans les structures moyennes, le challenge numéro 1, c'est accompagner la transformation digitale de l'entreprise. Et dans les grandes structures, c'est identifier les nouveaux usages, les analyser et proposer de nouvelles expériences de la marque au travers en particulier du digital. Les risques
Les risques, ils ne vont pas vous surprendre parce qu'on les a déjà évoqués, ils étaient en filigrane dans un certain nombre des réponses qui nous ont été fournies dans les questions précédentes. Donc on leur demandait quels étaient les principaux risques selon eux auxquels ils auraient à faire face dans les 3 prochaines années. Et donc le premier, c'est le risque de réputation lié à l'utilisation croissante, en particulier des médias sociaux, par les parties prenantes de l'entreprise, et la multiplication des occasions de crise que ces réseaux sociaux font naître. La deuxième menace, le deuxième type de risque qu'ils identifient, ce sont les risques liés au digital. Ils craignent aujourd'hui l'échec de la transformation digitale qu'ils tentent d'accompagner. Et puis, ils sont aussi inquiets de la rapidité de l'obsolescence de leurs compétences. Donc aujourd'hui, on voit qu'en 2016-2017, le digital est présent dans l'ensemble des activités des DIRCOM et malgré tout continue de leur faire très peur et qu'ils redoutent en permanence d'être débordés par le digital ou tout simplement dissous dans ce raz-de-marée digital. Et puis, troisième, avant-dernier type de risque, celui qu'on évoquait, restriction de budget et d'effectifs. Aujourd'hui, même si les DIRCOM nous disent que leur fonction est de plus en plus reconnue, de plus en plus estimée à l'intérieur de l'entreprise, la communication reste un budget, une activité qui reste une variable d'ajustement pour l'entreprise et donc celle qui souvent est victime des coupures budgétaires intempestives ou inattendues en milieu ou en fin d'année. Et dernier risque auquel ils nous disent être exposés, c'est ce risque de cohérence, de ne pas conserver la cohérence globale dont ils sont chargés, en particulier dans cette profusion de contenu. On y reviendra aussi sûrement tout à l'heure. Les fonctionnements, beaucoup de fonctions sont amenées à communiquer au nom de l'entreprise ou sur les produits de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, le DIRCOM a une mission de coordination de toutes ces communications. Et donc là aussi, les DIRCOM redoutent d'être confrontés à des difficultés persistantes de coordination des signaux émis par l'entreprise. Et puis, dernière note positive, si vous avez des enfants ou dans votre entourage des gens qui cherchent du travail, quand on leur demande quels seront les types de recrutements qui seront faits dans les années à venir dans leur service, sans surprise, ces recrutements sont 100% digitaux. Et donc, nos DIRCOM ont besoin de community managers, de data managers, de data analystes. Et puis, non seulement ils souhaitent recruter des spécialistes du digital, mais ils souhaitent aussi former toujours davantage à la fois eux-mêmes et leurs équipes au digital. Voilà, en substance, les éléments principaux que je voulais évoquer avec vous. Merci Didier pour cette présentation de cette étude bien complète. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les DIRCOM ont commencé à apparaître dans les années 80, mais plutôt dans les années 81, dans l'année 81. Pourquoi ? Parce qu'en 1981, dans notre pays, il y a eu un grand changement de gouvernance, comme vous le savez. La gauche est arrivée au pouvoir et la plupart des responsables d'image des ministres de droite se sont retrouvés sur le carreau et donc ont été intégrés les entreprises pour s'occuper de la communication, mais surtout des relations presse, puisqu'ils avaient des carnets d'adresses fantastiques. Le deuxième profil de ces DIRCOM qui sont arrivés dans les années 81, c'était des journalistes qui, eux aussi, étaient trop marqués avant à droite et qui, donc, avec le nouveau régime, se sont retrouvés un peu sur le carreau de la même façon et ont été récupérer ces fonctions de direction de communication.
Et puis il y a une troisième catégorie, je vous la fais un peu schématique, on va dire. Une troisième catégorie, je vous rappelle, on est dans les années 81, c'était des gens dans l'entreprise dont on ne savait pas quoi faire, qui étaient un peu placardisés et qui, voilà, écoute, maintenant tu vas t'occuper de la communication. Alors évidemment, si je trace ce trait un peu fort, c'est pour vous montrer combien les choses ont changé depuis ces années. Le métier s'est considérablement professionnalisé. Des jeunes sont arrivés avec des formations adaptées. Et les choses ont véritablement changé à partir du moment où l'Internet est arrivé, c'est-à-dire dans les années 96-2000. Et c'est une première question que je voudrais poser à nos intervenants. Est-ce qu'il vous semble que cette fonction de direction de la communication a changé depuis ces 15-20 dernières années? Benoît. Fondamentalement, oui. On ne parle plus du tout de la même chose. Sa mission, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé en soi. Je pense qu'elle a été comprise. D'abord parce qu'elle a été exprimée. On a dit ce qu'on faisait. Elle a été comprise dans les entreprises. Et l'Internet, et en fait, ce que je vais appeler plutôt la société de l'information. Internet, c'est qu'un outil. Demain, je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'information, d'infobésité même, mais en tout cas d'information permanente, en temps réel, universelle, c'est la même information dans le monde entier, accessible à n'importe quel étage de l'entreprise, accessible à n'importe quelle partie prenante de l'entreprise, fait que les gens qui pilotaient ou qui contrôlaient ou qui comprenaient cette information ont eu un rôle différent. Et je crois que c'est plus ça qui a modifié les choses. Et effectivement, ça a modifié ce que nous faisons, la place, et on le voit bien, et on pourrait y revenir, que l'on prend maintenant dans les entreprises, dans les COMEX, et l'importance qu'on a dans les décisions stratégiques, pas pour les expliquer, pour les prendre. Oui, ça a fondamentalement changé. Christelle, une réaction ? Moi, je rejoins complètement ce point. En fait, aujourd'hui, l'exposition... la montée des réseaux sociaux notamment, toute information qui n'est pas forcément qui est incontrôlable, fait qu'aujourd'hui, la direction de la communication a une mission, une des premières missions, c'est la réputation de la boîte en fait. Et ça, je pense que les COMEX le mesurent de plus en plus. Et d'où, je pense aussi, le fait que souvent les DIRCOM maintenant ont accès, font partie intégrante du COMEX. Pas toutes les sociétés, mais pas forcément les très grandes. On en parlera, je crois, oui, après. Parce que c'est une des slides de la présentation. Ouais. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a encore 35% des directions de communication, alors effectivement, c'est toute taille d'entreprise confondue, qui ne font pas partie du COMEX. Or, il semblerait quand même que cette fonction est stratégique pour l'entreprise. Donc c'est quand même encore un peu étonnant, même s'il y a une progression qui est très intéressante, puisqu'en 2013, ils étaient 48% seulement à faire partie du COMEX, aujourd'hui 65%. Est-ce qu'on peut expliquer ce 35% par le fait que dans certaines entreprises, la fonction communication n'est pas toujours définie de la même façon? C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, c'est assez clair. C'est la réputation, comme on l'a vu, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est l'innovation, c'est la transformation digitale. Mais quelquefois, dans les petites entreprises ou les moyennes entreprises, cette fonction communication, elle est très liée au commerce, à la rentabilité de l'entreprise. Elle est liée à ça, et elle est liée à l'incarnation dans une petite entreprise, l'incarnation de l'entreprise. Dans toutes les grandes entreprises, l'incarnation sont ses dirigeants, mais dans une petite structure, le dirigeant, souvent l'actionnaire d'ailleurs, il fait tout. Donc effectivement, la communication est le COMEX parce que le DIRCOM, c'est le patron. Et c'est comme le Chief Digital Officer, c'est le patron. Il y a pas de... c'est comme ça. Donc ça explique peut-être une partie des choses. Dans les grandes structures, et moi j'en ai connu quelques-unes, effectivement, on prend le temps de réfléchir, un peu plus loin, non pas que les petits ne réfléchissent pas, mais ils sont effectivement plus dans comment je fais, et ils ont moins de gens pour dire « oulala, comment ça va être dans 10 ans ?» Donc on a effectivement pris un peu plus le temps de réfléchir à cette problématique-là, et qu'effectivement, on a compris... En tout cas, moi je fais partie du canal stratégique dans la com, donc je défends une position. Vous faites tous les deux partie de vos COMEX ? Oui, bien sûr. Alors, moi non, parce que moi je suis rattachée à une directrice de la communication, mais qui également intègre la communication financière. Et alors déjà je fais partie d'un groupe qui est coté en bourse, ce qui pour moi, là aussi, est encore différent par rapport aux études qu'on peut trouver et par rapport
vous avez-vous plutôt pris le modèle de la taille de l'entreprise? Je pense que c'est plutôt la nature de l'entreprise. Si elle est cotée en bourse, c'est, à mon avis, complètement différent. Du coup, je vous ai coupé, mais... tout dépend de la mission qu'on lui assigne. Et ce qu'on voit là, c'est beaucoup dans l'expression. C'est que fait la communication. Mais une des conceptions que l'on peut avoir aussi, c'est de dire, et on va revenir au point stratégique, c'est de dire finalement la communication, à quoi ça sert. Et un des éléments, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, quand la stratégie doit s'exprimer, quand on doit développer le business, le terrain dans lequel ça va se passer, le contexte dans lequel tout ça va arriver doit être favorable. Or, qu'est-ce qui doit créer ce contexte favorable ? C'est le boulot de la com, de préparer les choses, de faire en sorte qu'on arrive sur un terreau fertile. Ça se voit moins, même si ça passe par les mêmes outils, et que donc ça, on ne peut le faire que si on a compris la stratégie, si on sait comment on va l'exécuter, si on sait quels sont les enjeux derrière, et ça, on ne peut le faire qu'au début. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus impliqué dans les décisions stratégiques, dans les séminaires de stratégie, dans les réflexions, y compris financières, parce que ça fait aussi partie du sujet. La communication financière, elle est plus ou moins partagée. Dans beaucoup d'entreprises, elle est plutôt dans la direction financière, et je trouve que c'est leur boulot. En revanche, une communication financière dans laquelle on ne met pas l'histoire et la chair de l'entreprise et pourquoi on y va, ça reste la sécheresse des chiffres et au moindre incident, le cours descend beaucoup plus vite. Donc il y a beaucoup de relations à avoir et effectivement, des entreprises comme la Compagnie des Alpes, je comprends que ce soit extrêmement lié parce que c'est une structure plus courte. En fait, nous sommes une PME cotée en bourse, donc ça veut dire que la direction de la communication chapeaute à la fois, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence, et puis surtout on n'a pas les moyens d'être staffé, comme on dit, autant qu'une très grosse entreprise. Donc en fait, la DIRCOM chez nous, on pilote à la fois la communication, donc réputation, image, etc., donc la communication corporate auprès du public externe, la communication financière et la communication interne. Alors l'avantage de ça, c'est que du coup, on est en totale cohérence. C'est-à-dire qu'on a une prise de parole et une prise de position, et on crée, et on a des éléments de langage qui sont extrêmement cohérents. Donc ça, c'est comme un atout. Après, là où c'est plus compliqué, c'est que c'est le risque de s'éparpiller et parfois c'est un peu confusant de se dire quelles sont les priorités, les cibles, etc. D'autant plus qu'avec la montée du digital, ces fameuses cibles, c'est extrêmement compliqué là aussi de se dire on a un message pour une cible, ça c'est quasiment terminé. En revanche, nous DIRCOM, parce que moi je suis rattachée à la holding, donc on a un certain nombre de filiales qui ont plutôt des directions marketing, donc on est plutôt sur des communications produits et pas des communications business. Vos filiales, c'est notamment Parc Astérix, Futuroscope, et après les domaines skiables, il peut y avoir Val d'Isère, pas Val Thorens. Bon, voilà, donc nous en revanche, la DIRCOM, donc du siège de la holding, notre rôle, il vient plutôt d'aider, en effet, d'accompagner, d'apporter une vision en renfort, une vision claire et cohérente du projet d'entreprise, en fait, du groupe, auprès de nos filiales, parce qu'effectivement, derrière, ça permet aux filiales d'aller créer leur propre stratégie plus business. Voilà, donc on est en complément, on vient vraiment en complément, en amont, en fait. On ne se substitue pas, surtout pas. Mais la directrice de la communication de la Compagnie des Alpes fait partie du COMEX ? Absolument, et non seulement elle fait partie du COMEX, mais elle est rattachée au PDG, parce que je voyais dans l'étude effectivement que c'était souvent le cas dans les grandes entreprises. Alors nous, encore une fois, comme on est coté en bourse, elle a un rôle... moi, à ma DIRCOM, elle passe 70% de son temps à gérer l'image de notre PDG. Alors, c'est pas son image, vous imaginez bien, mais parce que voilà, notre patron est extrêmement sollicité, extrêmement suivi. Voilà, donc là, on touche aussi parfois le sujet de la crise, des coms de crise. Donc oui, c'est un rôle qui est très important, en effet, ouais, et au sein du COMEX. Alors une autre chose qu'on a vue dans l'étude et qui est pas surprenante parce qu'on le sait bien, l'animation des réseaux sociaux c'est de plus en plus important dans les entreprises, mais une chose qui m'a quand même surprise sur le slide, c'est la place de LinkedIn finalement quand même, puisque 71% utilisent à titre professionnel et 70% à titre personnel. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est Facebook. Il n'y a que 36% des directions de communication qui l'utilisent à titre professionnel, alors que 64% l'utilisent à titre personnel. Alors là, je suis un petit peu étonné. Vous avez tous les deux des comptes Facebook personnels et vous les utilisez ? Moi, je vais vous raconter une histoire ce qui explique complètement la chose. J'ai des comptes, effectivement, sur tous ces réseaux sociaux, à titre professionnel. Fin 2006, début 2007,
je me suis inscrit sur Facebook avec quelques-uns et on était plutôt des gens de com et de marketing. On n'était pas très nombreux et c'est vrai qu'on échangeait un peu boulot et un peu perso. Et puis assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un mélange des genres entre la vie privée et la vie professionnelle qui était compliqué à gérer. Et moi, j'ai pris une décision, mais qui m'appartient à moi, c'est que ma présence sur les réseaux sociaux, elle est exclusivement professionnelle. Ce que je fais de ma vie privée n'est pas public. C'est privé, ça s'appelle la vie privée. Donc après, on peut avoir des réseaux sociaux fermés, etc. Ce qui explique, je suis toujours présent parce que je regarde ce qui s'y passe, mais sur Facebook, je n'émets rien. Facebook est un réseau qui est beaucoup plus personnel. Pour le coup, la marque, elle émet beaucoup sur Facebook. La marque PMU émet beaucoup. Mais moi, j'ai pas de rôle. En revanche, je suis présent sur LinkedIn, je suis présent sur Twitter assez fortement parce que c'est des canaux sur lesquels je peux exprimer très vite, en très peu de temps, des choses. Et puis surtout, c'est des sources d'informations formidables. Ceci explique cela. C'est un cas très personnel, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Je suis d'accord avec toi, puisque moi aussi, je suis sur Facebook à titre professionnel, mais pas à titre personnel. Alors moi, pas du tout. C'est-à-dire que, alors, bon, déjà, personnellement, moi, je suis sur Facebook, mais de façon extrêmement, exclusivement personnelle. Donc c'est très limité. Moi, j'ai pas 300 amis sur Facebook, pas du tout. Et alors, au niveau professionnel, là encore, c'est la particularité de la direction de la communication et de mon entreprise, enfin de la holding, du groupe Compagnie des Alpes, qui n'est pas la marque Compagnie des Alpes, une marque B2C, contrairement à PMU. Donc nous, en fait, les réseaux sociaux, au niveau de la direction de la communication de la Compagnie des Alpes, et je ne parle pas de nos filiales, qui, elles, pour le coup, sont des marques grand public, donc c'est pas du tout la même chose. Nous, la Compagnie des Alpes, on a commencé en premier par un compte LinkedIn, qui est un compte purement B2B, professionnel, qu'on a lancé il y a 2 ans, que j'anime pour le coup, et qui permet en fait de faire parler de la Compagnie des Alpes sans prendre trop de risques, parce que c'est un réseau social, certes, mais qui est quand même... comment dirais-je, les gens qui s'expriment sur LinkedIn le font avec quand même une certaine mesure. C'est plutôt un partage de contenu, même si parfois ça peut évoluer en période, on va dire, active et électorale, où on va dire que là, le personnel ressort et on a un peu envie de s'exprimer, mais je pense que LinkedIn, ça reste encore un réseau de partage de contenu. Donc LinkedIn, nous, Compagnie des Alpes, on y est très présent, et moi, personnellement, je n'y suis pas, ou j'y suis en mon nom, mais en tant que responsable de la communication corporate de la Compagnie des Alpes. Twitter, on vient d'ouvrir le compte Twitter uniquement, donc je ne me retrouve pas tout à fait dans l'étude, il y a 1 mois pour Compagnie des Alpes. Pourquoi on a tardé autant? Parce qu'on est une société, là encore, cotée en bourse, et on partait du principe que, n'étant pas une marque non plus grand public, on ne voulait pas trop prendre le risque de s'exposer, et on sait que sur Twitter, on est dans l'immédiateté, on est dans le réactif, et ça veut dire que derrière, il faut un community manager. Et nous, étant une PME, nous n'avons pas de community manager à la DIRCOM, nous sommes une toute petite équipe. Donc c'est juste pour des questions de contraintes. Mais en effet, B2B, c'est LinkedIn et Twitter chez nous, en Compagnie des Alpes, et le reste, qui sont plutôt des comptes B2C, réseaux sociaux, pour l'entreprise, on n'est pas dessus. Oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à Facebook en particulier. C'est vrai que la question est posée au directeur de la communication corporate pour une présence corporate gérée par la direction corporate. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise n'utilise pas Facebook pour une communication commerciale. Mais du coup, elle n'est pas gérée, cette communication et cette présence sur Facebook, par le DIRCOM tel qu'on le décrivait dans cette étude. Donc ça peut aussi expliquer le chiffre relativement faible de Facebook, je pense. C'est le cas chez nous. Non, moi, ce qui me paraît important, c'est le chiffre fort de l'utilisation à titre personnel de Facebook par ce métier. Alors, je rajouterais peut-être que Facebook, vous disiez qu'il y a quand même en communication beaucoup de femmes. Je pense que Facebook aussi est peut-être plus utilisé par les femmes que les hommes, non? Je sais pas. Ouais. Si on regarde Twitter, ouais, bon. 48% à titre personnel et 64% à titre professionnel. Une autre des slides de l'étude qui est intéressante, c'est la perception de l'évolution de la communication corporate dans les 3 dernières années et surtout de la reconnaissance en interne. Parce que donc il y a 76% des salariés qui reconnaissent l'utilité de la communication et notamment celle de la communication interne, versus 57% en 2013. Donc là, il y a une vraie progression et il y a un vrai gap qui s'est passé là, dans les dernières années.
Ça va avec. Quand vous avez quelqu'un qui est nommé dans un COMEX, il est visible. Et que si on le fait, c'est qu'il y a une raison. Donc, et le profil qu'on va recruter est un profil qui normalement doit être adapté. Donc ça donne de la visibilité en interne et ça permet et on explique ce qui se passe. Donc c'est un premier élément qui donne de la visibilité. Deuxième chose, un de nos métiers, et on parlait de collaboration, Didier évoquait rapidement les collaborations avec les autres entités, c'est aussi un métier d'accompagnement, parce que la stratégie, c'est pas la com pour la com. La stratégie, elle se délivre au travers d'un certain nombre de leviers commerciaux, marketing, financiers, people. Et donc, on est obligé de travailler avec les équipes. Et quand on essaye de bien le faire, on leur apporte quelque chose, puisqu'on crée de la plus-value et on crée du goodwill par rapport à ce qu'ils vont pouvoir délivrer. Et que donc, si on arrive à faire ça, et c'est pas facile tous les jours, hein, et les débats dans l'étude, on le voit avec les équipes marketing notamment, sont jamais simples. Où est la frontière entre l'entreprise, la marque, le commercial, tout ça, c'est des sujets parfois d'échanges un peu vifs, et ça dépend des entreprises et toutes les organisations existent. Mais c'est aussi un sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la com a eu un peu plus de moyens, des outils, et qu'en plus, elle a cette dimension qui était évoquée rapidement, de veille, de compréhension de ce qui se passe, d'être un petit peu en avance sur les tendances, de comprendre un petit peu ce qui se passe, de voir arriver Twitter un peu avant les autres, de comprendre avant les autres que ça peut avoir un impact, de déminer des sujets et donc finalement de rendre service aux équipes. Tout ça contribue à améliorer effectivement la réputation et on doit lutter malheureusement sur une phrase qui est terrible, c'est « Ah ouais, mais c'est de la com ». Ça veut dire quoi, c'est de la com? Ça veut dire c'est du flan, ça veut dire que c'est la poudre aux yeux, c'est un mensonge, peu importe. Ça vient de la communication politique et pas de la communication d'entreprise. Et donc, dans la communication d'entreprise, heureusement, et j'étais très heureux quand j'ai découvert cette étude, on voit bien que ça progresse. Nous, on fait un métier qui est là pour développer le business et pas pour améliorer la visibilité à très court terme d'un individu. C'est pas tout à fait la même chose. Alors moi, ce que j'ajouterais aussi, mais là encore une fois, c'est lié à l'organisation chez nous. Donc moi, je suis en charge de la communication interne. Et du coup, la communication interne, dans certaines entreprises, est rattachée à la direction des ressources humaines. C'est assez variable. Alors ce qui est étonnant, c'est que nous, dans nos filiales, la com interne est rattachée au RH, alors que la holding, c'est rattaché à la DIRCOM, rattaché au COMEX. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi que à cette période on parle beaucoup de bien-être au travail, considération des collaborateurs, etc. Ça a été mesuré. On sait très bien qu'un collaborateur, quelqu'un qui est bien dans sa boîte va bosser mieux, etc. Blabla, je ne refais pas le truc. Et du coup, nous, le rôle de la com, par rapport à ce que pourrait faire une DRH, une direction des ressources humaines, elle est là pour apporter, en fait, pour communiquer en fait, les éléments de langage qui sont bons, la clarté et les messages que veut porter l'entreprise. Du coup, c'est pour ça que nous, c'est à la direction de la communication que c'est rattaché la com interne. Et nous, on en a fait une priorité. Voilà, on a commencé par la communication interne au niveau de nos moyens de communication. Je vois que le sujet est toujours d'actualité. Moi, je me souviens, il y a une trentaine d'années, j'avais fait un grand débat au CNIT où on avait 3000 personnes sur le thème « DIRCOM DRH, un fauteuil pour deux ». Mais complètement, c'est les meilleurs Alors, ennemis. Il nous reste 5 minutes. Alors, on va quand même évoquer la communication de crise, parce que ça aussi, c'est une chose qui a beaucoup bougé dans les entreprises. 66% en 2013 et 84% en 2016. Donc un petit mot là-dessus. Alors, évidemment, la crise, elle vient maintenant de plus en plus vite et rapidement à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où il faut une réactivité immédiate. Alors là, complètement. En fait, on est dans l'immédiateté. Hein, donc ça veut dire qu'une information sort sur les réseaux, il faut qu'on puisse réagir immédiatement ou pas. Parfois aussi, on se donne le choix d'attendre dans certains cas. Et là, c'est jamais anodin, c'est pas fait, c'est jamais fait, c'est fait exprès. Enfin, voilà, c'est calculé. Nous, en plus, on est sur des sites où on accueille du public, hein, donc ça veut dire que les risques de crise et d'accidents et autres sont majeurs, donc font partie vraiment intégrante de nos préoccupations. Donc on a, nous, fait appel à une boîte de communication de crise. On a mis en place des process. C'est vraiment extrêmement suivi, mesuré, c'est organisé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne passe pas. Et voilà, donc on a des droits de réponse, on a toute une organisation qui est mise en place. C'est extrêmement important pour nous. Oui. Oui, il y a un élément, c'est qu'effectivement, pendant très longtemps, on devait gérer la crise par rapport à sa propre activité. Et donc, effectivement, en fonction de son activité, on avait plus ou moins des processus liés à ça. Aujourd'hui, la nature des risques
est beaucoup plus large. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Signaux faibles, parfois uniquement. Oui, et donc on prenait la crise comme exemple, la crise, je vais appeler l'affaire Hanouna. L'affaire Hanouna. Je vais l'appeler l'affaire Hanouna, je ne sais pas comment elle s'appelle. Voilà, nous on était annonceurs dans les packages qu'on achète à 23h30 sur C8. Vous imaginez bien qu'on ne va pas le pointer spécifiquement, ça fait partie des mécaniques. Et on a été interpellés sur les réseaux sociaux sur un événement qui ne nous concerne pas en tant qu'entreprise en tant que telle, ça ne touche pas notre produit, mais on a été interpellé par rapport à une présence qu'on a eue quelque part à un moment donné. Et quand on prend le spot, c'est pas qu'on défend ou pas des valeurs ou ce qui se passe dans une émission, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais on a été interpellé et il a fallu réagir tout de suite, enfin assez rapidement. Et donc la crise, elle vient de l'extérieur sur un sujet qui n'est pas le nôtre, mais sur lequel on doit prendre position. Et donc ça explique qu'il va falloir gérer très très vite. On a des community managers à qui on donne de la liberté, de l'autonomie, parce qu'ils doivent réagir en temps réel sur le quotidien, qui est pas critique, qui la plupart du temps se passe très bien, mais de temps en temps, il faut qu'ils réagissent là-dessus. Et là, il faut avoir des procédures extrêmement rapides. Je voyais qu'il y avait un item sur l'impatience des dirigeants. Moi, à l'impatience des dirigeants, j'ai répondu chez moi par la réactivité du dirigeant. S'il ne réagit pas, je réagis. Ce que je crois être bon pour l'entreprise. Après, je prends mon risque, c'est mon boulot. Mais voilà. Et donc, on a cette éducation, entre guillemets, à faire, parce qu'elle n'est pas simple. Voilà, le monde change très vite et il faut avancer. 2 derniers points que je voudrais aborder avant qu'on finisse. C'est les indicateurs et outils utilisés. Ça aussi, c'est une forte progression. Il y a de plus en plus de mesures de la communication, même corporate. La communication commerciale, c'est plus facile parce qu'il suffit de regarder les chiffres des ventes, mais la communication corporate, c'est pas toujours évident. Et on voit aussi que les pitchs du web sont très, très, très importantes dans cette mesure. C'est impératif. Alors, d'abord parce qu'on peut mesurer, c'est déjà bien. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas mesurer avant qu'on sait mesurer. On sait les mesurer plus vite et plus fréquemment. Parce que quand on faisait des baromètres tous les 2 ans, à un moment donné, effectivement, on a déjà dépensé le budget 2 fois. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Deuxième élément, il y a eu aussi cette espèce dans l'échange avec notamment les équipes marketing. Le marketing, c'est un peu la domination de ROI depuis quelques années avec la digitalisation du marketing. Et que donc, ça a obligé les directions de la communication à se poser la question de quels sont leurs indicateurs de performance. Il y a eu un travail d'entreprise et médias d'ailleurs que je vous engage à aller regarder parce que c'est extrêmement intéressant. On a beaucoup travaillé sur quels sont les indicateurs, quels peuvent être les indicateurs de performance, je dis bien de performance, et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans une dimension d'entreprise. Quand on va voir un DAF, un directeur financier, pour lui dire il me faut 1, 2, 3, 5, 12 millions, il faut expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison que le DIRCOM, il n'ait pas besoin de le justifier, alors que le type du marketing, les RH ou l'industriel doit le justifier. Donc ça nous a obligés, parce qu'on prend une part croissante, encore une fois, c'est toujours la même histoire, on prend une place de plus en plus stratégique, donc on doit justifier chaque euro dépensé de façon beaucoup plus pointue. Un dernier point pour finir, ça c'est une slide qui est très très intéressante, notamment dans le contexte de films et compagnie, c'est l'évolution des supports. On voit que 97% des directions de communication utilisent l'audiovisuel et la vidéo, et qu'évidemment, comme l'a dit Didier tout à l'heure, le papier est en forte chute. Mais ce qui est intéressant dans cet indicateur vidéo, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises sont confrontées à un problème de production de brand content. Dans le temps, il y a très longtemps, il y avait un festival qui ressemblait à celui-là, qui s'appelait le Festival de Biarritz. Moi, c'était mon premier métier, je faisais des films à l'époque, et on faisait des magnifiques films avec des budgets faramineux, de 2 à 3 millions de francs à l'époque, et je vous parle d'il y a 30 ans, plus de 30 ans. Et le problème qu'on avait, c'est que ces films, ils servaient un peu à la communication corporate, mais c'était quoi? C'était les vœux du président, la com interne, les fournisseurs, enfin bon, les actionnaires éventuellement, et il n'y avait pas de diffusion pour ces films. Il y avait des organismes qui faisaient un peu de diffusion, mais c'était un peu du baratin, pour dire la vérité. Aujourd'hui, avec l'Internet, la diffusion de la vidéo est évidente. Et c'est pour ça qu'il y a un regain de l'utilisation par les entreprises et les directions de communication de ce moyen. À votre avis, c'est quelque chose qui va encore augmenter ? Oui, moi je pense que ça va continuer. Alors après, effectivement, on parle de ce qu'on investissait en termes de contenu, de format il y a un certain nombre d'années. C'est vrai que le digital moi je pense que le digital donne accès à l'audiovisuel à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient et quel que soit leur budget. Donc ça, c'est une chance.
Après, attention effectivement à la qualité des contenus, donc à ne pas tirer vers le bas effectivement la qualité des contenus, mais ça c'est à la direction de la communication notamment d'y veiller. Alors nous on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de budget faramineux. En revanche, on utilise de plus en plus, alors vous appelez ça du brand content, c'est un peu utilisé à tout va, mais effectivement le contenu audiovisuel. Et puis pour une marque corporate, alors nous en plus par rapport à notre secteur d'activité, on est quand même sur du loisir, on a des paysages formidables, des lieux qui s'y prêtent bien, donc on utilise beaucoup cela. On a commencé là encore, nous, par la cible interne en fait. Nous on a créé des JT, etc. On en diffuse parce qu'on trouve que ça s'y prête bien. On peut dire beaucoup de choses et créer beaucoup d'émotions en très peu de temps. Et on a commencé sur cette cible interne et maintenant on se pose la question maintenant pour amplifier maintenant la visibilité du coup de ces contenus par les réseaux sociaux et avec une stratégie social média. Mais on est au tout démarrage, ouais. Mais je pense que oui, ça va continuer à mon avis. Oui, on est vraiment dans cette démarche-là, même si les autres restent importants. Quand on faisait des compétitions d'agences avant, le premier truc qu'on voyait, c'était le film télé. C'est terminé. Les agences qui arrivent comme ça, elles sortent très vite. Aujourd'hui, c'est une stratégie, une recommandation, et puis le dispositif, il arrive, et dans le dispositif, il y a effectivement un film télé, mais surtout, comment est-ce que ça se décline, comment est-ce que ça vit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour les équipes, que ce soit en interne, que ce soit en externe, que ce soit pour du produit, que ce soit pour du corporate, que ce soit pour de la communication financière. Aujourd'hui, ça passe par l'image et le son, et ça ne va qu'augmenter. La dématérialisation et le fait qu'on ait tous cette petite télécommande média dans la poche va faire que ça va continuer. Eh bien voilà, sur ces dernières paroles de Benoît, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à tous.